Bonjour mes amis, nous sommes ensemble pour la 5e journée de conscience d'amour sacré. J'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous me voyez. Pour que je puisse commencer à parler, j'attends le signal pour commencer la conférence de ce soir avec Joël Char. Ok, bonjour mes amis, nous sommes encore ensemble pour la 5e journée de conscience d'amour sacré. Je suis très, très, très heureuse et très touchée des messages que vous nous envoyez. Ça me remplit, ça me réchauffe le cœur parce que j'ai l'impression que ce sujet, vous l'attendez pour beaucoup d'entre vous et que ça vous fait beaucoup de bien. Et moi, ça me remplit le cœur de joie. Ce soir, on va avoir la conférence de Joël Charles. La première partie de la conférence, ça va être préenregistré. Joël est dans un stage de tantra au sud de la France et on craignait que la connexion ne soit pas bonne. Et donc, on l'a préenregistré, mais en revanche, Joël sera avec nous pour les questions-réponses en direct. Donc, si pendant la conférence, vous avez des questions, posez-les, comme ça je les ai, et le moment le moment où Joël va se connecter, j'ai les questions et on commence direct avec les questions. Sans plus, je vais vous laisser avec la magnifique Joël Charles. Je lance. Okay. Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui avec une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai invité ma chère amie Joël Charles. Coucou Joël, comment ça va? Coucou Anna, ça va très bien. Joël, qui es-tu? Hein? Tu es formatrice, animatrice et praticienne en massage tantrique et tu travailles depuis quelques années avec Jacques Ferber. Qu'est-ce qui s'est passé en toi que tu as décidé d'emprunter cette voie? J'étais dans le monde de la finance comptabilité et voilà. Alors, ça n'a rien à voir et en même temps, ça me sert bien quand même aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2004, la maladie est venue me rattraper et j'ai eu un cancer du sein. Et à partir de là, ma vie a complètement changé. J'ai décidé au moment de ma convalescence de faire un coaching personnel et même très important qui est allé chercher au fond de moi ce qui était mon essence et ce qui était vraiment mon essentiel. Et de ce coaching est ressorti que je pouvais aller vers le massage. Ça pouvait m'intéresser et en même temps, je n'avais jamais massé. Je me suis inscrite donc dans une école de massage bien-être au départ et j'ai très vite intégré le massage. C'est devenu très rapidement une passion. Et ensuite, j'ai rencontré donc Jacques Ferber, avec qui j'ai orienté donc ma vie vers le tantra. Donc encore une rencontre. Ma vie a été jalonnée de rencontres toute ma vie en tout cas, et de belles rencontres et belles destinées. Et au moment où j'ai rencontré Jacques, nous avons décidé ensemble de créer des stages et des ateliers de massage tantrique. Et donc, depuis ce temps-là, j'anime seule ces ateliers sur Paris et par contre en co-animation avec lui dans le sud de la France. Donc, voilà mon parcours pour être aujourd'hui cette formatrice et cette praticienne en massage tantrique. Oui, mais je vais me permettre, mais comme je te connais personnellement et que j'ai travaillé avec toi,
c'est pas par hasard que tu as choisi le tantra et le massage tantrique parce qu'en toi, tu es vraiment une femme, une déesse tantrique, si je peux me le permettre. Comment cette énergie sexuelle était dans ta vie et tu sens ce que je suis en train de te dire, tu le sentais bien avant le massage? Alors, cette énergie sexuelle, oui, elle est très vivante en moi. Et en même temps, elle a été un problème au départ quand j'ai rencontré le tantra parce que je ne savais pas la gérer. Elle était. C'est-à-dire, tu avais beaucoup d'énergie sexuelle. Voilà, j'avais beaucoup d'énergie sexuelle. Dans ma vie, elle s'est manifestée par une hypersexualité. Et cette hypersexualité est venue de base, en tout cas c'est remonté moi dans mon histoire, par des abus petites. Et, et je pense que j'ai développé cette hypersexualité en réponse à ces abus. J'aurais pu ne rien développer, mais cette hypersexualité était là. Et cette énergie, en tout cas, je n'allais que vers le domaine de la sexualité, ce que j'appelle de base. Mais j'avais des besoins qui étaient presque des besoins comme les hommes. Et c'est seulement quand j'ai rencontré le tantra que j'ai compris que finalement cette énergie, cette sexualité était due à cette énorme, grande même énergie sexuelle qui était en moi. Et cette énergie sexuelle qui est l'énergie de vie, la Kundalini, on va lui donner le nom qu'on a envie de lui donner. Et elle s'est manifestée avec les exercices que nous avions ou les pratiques de tantra. Elle se manifestait par beaucoup de cris, d'énergie, ça montait, mais je ne savais pas du tout la canaliser. Donc le tantra m'a vraiment appris pendant ces dernières années, les 4-5 dernières années, à canaliser cette énergie. Et ce n'est que vraiment récemment que je peux vraiment dire que maintenant, il y a ce qu'on appelle la flûte intérieure. Cette flûte intérieure est vraiment en puissance et ça évite aujourd'hui que cette énergie se diffuse un peu n'importe comment et elle devient de plus en plus puissante par le fait que à l'intérieur de moi, elle est solide, quoi, voilà. Mais ça a été tout un travail. Le tantra m'a apporté, le massage m'a apporté, beaucoup entre autres des exercices de respiration, beaucoup de choses, des exercices de méditation m'ont aidé à canaliser cette énergie. Et pour moi, cette énergie caractérise la femme sauvage et l'homme sauvage. Hein, mais... on va parler tout de suite de l'homme et de la femme sauvage, mais avant d'arriver à là, j'aime beaucoup ton témoignage, Joël, parce qu'il y a des fantasmes par rapport au tantra, c'est-à-dire que quand on devient tantrique, bon, c'est une hyper énergie sexuelle et que cette énergie, voilà, peut se manifester de plein de façons, donc on rentre dans un monde sexuel, etc. Et ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais une hypersexualité, tu m'as raconté un petit peu certaines choses, tu étais dans plein de pratiques qui n'étaient pas forcément des pratiques de conscience, et qu'à partir du tantra, cette énergie se canalise et tu prends conscience de la beauté de cette énergie et de l'aspect sacré de cette énergie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu avant de commencer à parler de l'homme et de la femme sauvage? Alors, pour moi, effectivement, tant que j'étais dans l'hypersexualité, je n'avais aucune conscience de ce que je vivais. Je le vivais, j'étais très orgasmique, même multi-orgasmique. Ces états-là étaient naturels. Ma sexualité était très naturelle dans le sens où je rencontrais des hommes, j'avais des orgasmes communs avec eux. Tout était présent, naturel, et je le vivais complètement. C'était ma manière d'être et je me posais pas de questions. Et à partir du moment où j'ai rencontré le tantra, j'ai mis de la conscience sur cette énergie qui était là, que je comprenais pas, parce que je la dirigeais en même temps de manière très sexuelle et je n'arrivais pas
au départ, hein, quand j'ai rencontré le tantra, je n'arrivais pas à comprendre que c'était quelque chose qui était vraiment en moi et que je pouvais travailler. Après, on parle d'aspect sacré. Tout cet aspect sacré, je n'ai pas attendu le tantra pour aller là. Pour moi, le tantra s'inscrit dans une voie spirituelle et cette voie spirituelle, je remercie l'abus de m'avoir permis à l'âge de 6 ans de passer alors je passais en dissociation et cette dissociation était une manière pour moi de rencontrer cet univers de spiritualité et m'aider à ne plus être dans la souffrance. Donc, j'ai développé cette spiritualité qui a été salvatrice et pour moi, et qui était un moyen de m'amener dans un autre monde. Et cette spiritualité, le tantra, je l'ai rencontré dans le bouddhisme. J'ai effectivement suivi des enseignements tantriques cachés, ce qu'on dit cachés ou du moins secrets, qui étaient des enseignements méditatifs. C'est-à-dire que pour moi, le tantra n'est pas que la voie sexuelle. Le néo-tantra dirige le tantra vers cette connotation entre parenthèses sexuelle, mais le tantra n'est pas ça. Le tantra est beaucoup plus vaste et fait appel à beaucoup plus de choses que rien que l'énergie sexuelle. Et par la méditation, par des pratiques spécifiques, on peut arriver à aller connecter cette énergie sans pour autant passer par la sexualité. Et ça, c'est en tout cas pour moi, ça a été vraiment d'abord comme si j'infusais les graines de cet enseignement avant de rencontrer le néo-tantra qui, elle, est venue compléter avec ce qui était en moi finalement. Mais ce qui est en moi n'a été qu'affiné. Alors, on va parler maintenant de la femme et l'homme sauvage. Et j'ai envie de commencer par te demander qu'est-ce que c'est un homme ou une femme sauvage? Alors pour moi, ce qu'on qualifie d'homme sauvage ou de femme sauvage, bon là moi je vais davantage parler de femme sauvage puisque voilà, c'est plus facile pour moi de parler de mes propres expériences que d'expériences qui ont été racontées. Donc au départ, je vais déjà parler de moi. L'expression de la femme sauvage, c'est cette femme qui a beaucoup d'énergie, voilà, c'est quand même amené à cette énergie sexuelle et cette énergie qui permet comment dire, d'être en vie, voilà, d'avoir ce côté lumineux, d'avoir ce côté peut-être charismatique, je ne sais pas. Après, voilà, on va donner plusieurs noms, plusieurs possibilités d'expression de cette énergie. Et la femme sauvage, elle va se manifester, en tout cas dans les pratiques tantriques, dans des états qui pourraient paraître complètement qui pourrait faire peur même parce que cette énergie va monter et ensuite elle va complètement inonder le corps et pour moi c'est un passage presque obligé, en tout cas pour ma part, de pouvoir exprimer cette énergie pour ensuite pouvoir atteindre ces états extatiques que l'on peut atteindre ou quand on fait l'amour ou dans des pratiques tantriques. Mais si cette énergie n'a pas été presque expulsée ou du moins manifestée, c'est plus difficile pour ma part, d'atteindre directement ces états extatiques. Je peux les atteindre en méditation, mais il y a une nécessité d'aller chercher d'abord ce qui est puissant en moi pour pouvoir après l'expandre et l'expandre dans voilà, dans ces espaces d'extase, ces espaces où il y a plus de mots, mais dans mon expérience qu'on peut plus difficilement atteindre comme ça. Voilà, comme ça. Et la femme sauvage, si elle n'est pas passée par ces moments où elle lâche cette énergie, elle peut, il y a le risque de rester dans cette énergie et de plonger davantage dans la sexualité plutôt que d'aller vers cet autre endroit
qui ouvre complètement aussi bien le cœur et qui va passer par tous les chakras, que ce soit voilà, les chakras de base, les chakras sexuels. Elle peut passer par là dans l'acte amoureux, mais ensuite elle va ouvrir, elle va expandre au niveau du cœur et elle peut ouvrir aussi au niveau de l'esprit, de la tête, de ce qu'est la conscience. Et si on a tous ces axes, cet axe vertical et l'axe horizontal, pour moi, on rejoint en tout cas la croix christique et on rentre dans la spiritualité. Donc, ça peut être un moyen, il n'y a pas que celui-là, ça peut vraiment être un moyen d'entrer assez rapidement dans ces moments extatiques une fois qu'on a lâché. Est-ce que, est-ce que cet homme aux femmes sauvages, ce n'est pas un endroit de nous où nous sommes un peu libérés de tous les carcans sociaux, de l'homme ou la femme éduquée, ou du petit garçon ou de la petite fille bien élevée? C'est une espèce notre énergie va se déployer sans, hors du regard des autres, hors des conditionnements, etc. Est-ce que c'est ça aussi? Alors, pour moi, oui. Et à ce moment-là, on ne va plus parler d'hommes et de femmes. Cette énergie, elle est aussi bien masculine que féminine. Elle n'est pas spécifique à un homme ou à une femme. Elle va se développer chez l'homme ou chez la femme et va devenir cette énergie très yang. Mais en même temps, elle peut être présente tout en ayant cet équilibre yin et yang. C'est-à-dire, c'est pas, moi je suis pas voilà, que quelqu'un avec énormément de yang. J'ai développé ma féminité et en même temps, oui, comme tu le dis, elle va s'exprimer vraiment dans ce cadre de libération, et la libération vient dans la libération du corps. Si le corps n'est pas libéré, il ne va pas pouvoir s'ouvrir à ce qu'est cette énergie en soi. Donc, moi, cette libération de mon corps, cette libération sexuelle, je l'ai voilà, j'ai toujours été très libre dans mon corps, je pouvais être nue très facilement. Je pense que de la même façon, l'abus m'avait peut-être amené une forme d'exhibitionnisme dont je n'avais pas conscience. Et toutes ces phases peut-être liées à l'abus, avec le travail tout personnel et thérapeutique que j'ai fait dans ma vie, j'ai pu finalement utiliser ces outils pour aujourd'hui ouvrir à cet espace de liberté qui permet l'expression de l'énergie sexuelle, qui permet l'expression de cette aisance corporelle, qui permet l'expression d'être libre, complètement libre, dans un corps en mouvement. Et le corps en mouvement, c'est l'expression de Shakti dans le tantra. Shakti, qui est la représentation de, voilà, quand on a une statue en Yabiyum. Dans cette position-là, il y a donc Shiva et Shakti. Shiva étant la représentation de la conscience, l'émergence de cette conscience, et Shakti étant la représentation féminine du mouvement. Et c'est cette association qui va faire que de cette dualité que sont l'homme et la femme, Shakti Shiva, avec l'union de cette énergie, on va atteindre le tout, c'est-à-dire qu'on va contacter ces espaces de l'univers complètement extatiques où là, on est hors du temps, plus rien n'existe et on a l'impression de ne faire plus qu'un. Donc, c'est le titre de cette conférence. Mais voilà, je suis revenue par cette représentation de Shiva Shakti qui peut amener, voilà, c'est cette union de la femme et de l'homme dans des circonstances particulières. Et moi, j'aimerais te poser une question parce que là, nous sommes en train de parler des hommes et femmes sauvages dans l'énergie sexuelle. Mais moi, j'ai vécu des moments de femmes sauvages lors de mes accouchements. Est-ce que toi, tu as eu une fille, est-ce que c'est cette énergie aussi qui peut se présenter dans l'accouchement? Parce que tout le monde ne le vit pas comme ça. Aujourd'hui, l'accouchement est hyper médicalisé et souvent, dans la plupart des cas, malheureusement, cette femme sauvage
ne se présentent pas. Mais moi, surtout lors de mon dernier accouchement, parce que les premiers étaient trop médicalisés, je me sentais un mammifère. Est-ce que c'est cette énergie aussi? Alors pour moi, pour donner naissance, en tout cas quand la femme donne naissance, elle utilise une énergie phénoménale. Et c'est l'essence de vie. Et on dit bien que nous, on va parler d'énergie sexuelle, mais pour moi, c'est d'abord, l'énergie sexuelle est une énergie de vie. Et cette énergie qui est là, pour pouvoir expulser l'enfant, il faut que l'on utilise toutes les forces qui sont en nous. Et toutes ces forces, quand on les réunit et qu'elles se canalisent d'une certaine manière, elles vont permettre au corps de pouvoir expulser l'enfant et comment dire offrir cet enfant à la vie. Donc, oh oui, ô combien cette énergie, à la base, elle est là, elle est représentée dans l'accouchement. Et c'est l'énergie qu'on peut retrouver aussi chez les animaux. C'est finalement pour moi ce qu'on appelle la femme sauvage, c'est une femme qui a peut-être pas conscience que en elle, elle a tout ce potentiel qu'elle a réprimé avec tous les conditionnements, tous les peut-être des traumas, beaucoup de choses. Et, voilà. Et elle ne laisse pas vivre son corps. Quand on donne la vie à un enfant, on est complètement concentré sur ce moment de la naissance. Il n'y a plus rien qui existe. Et il faut que cet enfant puisse sortir et puisse être vivant. Et donc, on va. C'est vraiment pour moi une très belle analogie, Anna, de pouvoir ramener cette énergie de la femme sauvage au moment de l'accouchement et de voir que toute la médicalisation, le fait de, voilà, d'amener la péridurale, d'amener plein de choses qui finalement annihilent les sensations, on perd de notre propre essence pour donner la vie. Et parce qu'on parle de l'accouchement, mais je me rends compte que culturellement, la religion, par exemple, nous a coupé de cette femme sauvage et de cet homme sauvage que nous avons à nous. Après, tu vas parler plus en détail, mais voilà, ça nous a coincés quelque part. Pour moi, ce sont tous les conditionnements de la société et effectivement, la religion fait partie. C'est-à-dire qu'on va nous dire tout ce qui concerne le corps, la sexualité. On va nous, il y a des messages qui vont nous dire que c'est sale, il faut pas faire l'amour, il faut être vierge avant le mariage. Quoi, si on prend la religion catholique, il faut être vierge avant le mariage ou d'autres religions même. La religion n'a été que pour mettre un frein complet à ce qui émane de cette énergie. Et en même temps, cette énergie, elle peut faire peur quand elle est très manifestée, d'autant plus chez les femmes. Chez un homme, on va presque dire que c'est naturel. Mais chez une femme, tout a été fait pour complètement, et depuis des siècles et des siècles, hein, pour moi, les prêtresses égyptiennes, les sorcières, toutes ces appellations ont été données aux femmes. Certaines femmes ont été brûlées parce que l'homme n'arrivait plus à contenir. C'est-à-dire pour lui, il avait peur de cette énergie et il ne savait plus quoi en faire. Et c'était plus facile de condamner les femmes et même de les tuer pour qu'elles n'existent plus et que l'homme puisse garder ce côté et instaurer le patriarcat d'une certaine manière. Il y a aussi cette différence quand une femme sauvage qui va rencontrer un homme qui n'a pas complètement cette énergie, alors en tout cas pour l'avoir vécu, ça peut faire peur. Et l'homme peut aussi vivre ça comme une forme de castration et ne plus être dans sa puissance sexuelle. Donc c'est important aussi que ces deux énergies puissent s'associer comme des aimants finalement et ne pas se repousser. Quand l'énergie de la femme sauvage est là, c'est important d'avoir aussi que l'homme sauvage ou même l'homme ait travaillé pour pouvoir contenir cette femme qui a cette énergie. Si la femme, s'il n'y a pas cette contenance,
la femme ne pourra pas complètement exprimer son côté, en tout cas cette énergie qui est en elle, ne serait-ce que dans les exercices. Elle peut partir, elle peut, à la limite, elle peut tomber. Donc il y a vraiment une nécessité que l'homme soit présent, complètement présent à cette énergie. Est-ce que cette énergie sauvage, c'est quelque chose de naturel? Est-ce que nous avons tous cette énergie? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Voilà. Alors, dans ma croyance, on est avec cette énergie comme on est avec tous les dons, énormément de dons, sauf que on ne travaille, voilà, tous les dons ne sont pas exploités. Et pour moi, l'énergie de la femme sauvage ou de l'homme sauvage va s'exprimer ou non, alors avec un curseur au niveau du corps, et puis après avec les différents, voilà, tout ce qui va venir de l'extérieur va venir éteindre plus ou moins cette énergie ou va permettre de l'expandre. C'est un peu comme voilà, un enfant qui a des dons de base pour devenir, par exemple, pianiste. Mais ces dons sont là, mais s'il n'y a pas de travail derrière, il ne deviendra jamais un virtuose. Et pour moi, c'est un peu ce travail-là, c'est-à-dire qu'un génie, comme un génie, va se manifester parce qu'il y aura quelque chose, une opportunité de pouvoir exprimer ce génie, pouvoir exprimer ce don. Et après, il y aura du travail. Et pour moi, cette énergie, on l'a tous à la naissance, mais elle se développe plus ou moins chez l'un ou chez l'autre. Et après, avec un travail particulier, on peut arriver à la développer. Pour moi, l'énergie sexuelle, cette énergie de vie, en tout cas, cette Kundalini, elle est présente, mais chez certaines personnes, il y a cette faculté plus grande de s'expandre ou de se manifester. Mais ne décourageons pas les personnes qui n'ont pas cette énergie. Il y a toujours moyen de la faire émerger en nous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que d'autres. Voilà. J'imagine que c'est un lien avec les blessures, avec la culture, avec voilà, un tas. Et il y a un conditionnement de vie qui va faire que ça se développe ou pas. Et plus naturellement il y a un travail personnel sur soi, aussi bien au niveau mental que physique. Et je dirais même que là, pour cette énergie, c'est important d'y associer le travail physique. Avant de passer à la question suivante, parce que je crois que là, nous touchons un point important, c'est qu'en tant que parents, nous avons, pour ceux qui ont des enfants, nous pouvons l'accompagner dans le sens de permettre en fait que l'enfant, cette liberté de l'enfant, pour que plus tard, il puisse connecter son énergie sexuelle et la vivre comme il a envie de vivre. J'imagine qu'une bonne partie des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas eu cette liberté en tant qu'enfant. Un enfant qui, par exemple, je ne sais pas, découvre ses organes ou jouer à, je ne sais pas, en se découvrant avec un autre enfant. Et comment nous pouvons, quelle attitude on peut avoir un père ou une mère devant ces choses-là pour permettre plus tard, déjà à ce moment-là, mais plus tard, un enfant de vivre cette énergie qui est complètement naturelle en lui. Alors pour moi, à la base, c'est déjà, avant même de parler de développement de l'énergie ou de quoi que ce soit, c'est le rôle du parent d'être déjà en communication avec son enfant. Moi, je sais qu'avec ma fille, j'ai toujours parlé très librement de la sexualité avec finalement ses cousins et ses cousines qui sont mes neveux. Ils venaient volontiers me poser des questions parce que naturellement, je peux en parler et c'est quelque chose qui n'est pas tabou. Donc, à la base, c'est ça. Si déjà on met du tabou sur ce qu'est l'énergie sexuelle, elle ne va pas se déployer et elle n'aura pas cet espace de liberté pour exister. Donc, la première chose, c'est parlons à nos enfants, abordons simplement, de manière simple, l'énergie sexuelle et soyons déjà à l'aise avec cette énergie sexuelle et notre propre sexualité. S'il y a déjà des problèmes à ce niveau-là, ils vont être transmis aux enfants énergétiquement parlant. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de parler, mais l'enfant, il va déjà ressentir qu'il ne va pas être à l'aise parce que peut-être que ses parents ne seront pas à l'aise dans leur corps, dans leur nudité et dans l'expression même
de ce qu'est faire l'amour. Faire l'amour est un super acte. C'est un acte, voilà, un acte d'amour. Il contient le mot amour. Et si c'est pas manifesté à l'enfant et qu'on met toute une notion de sale derrière où on n'en parle même pas, l'enfant ne pourra pas lui développer quelque chose de sain. Après, pour moi, il y a aussi aujourd'hui les médias qui sont là. Donc, c'est vraiment impératif en tant que parent. En tout cas, moi, je trouve essentiel et je trouve que c'est un véritable devoir de parents de pouvoir expliquer de façon naturelle tout ça pour contrer tout ce que les médias, la télé amènent vers le porno et l'image accolée à la sexualité avec ce porno qui est quand même très accessible et sur lequel les personnes se collent et vont avoir comme référence les premiers ébats sexuels, alors que si les parents en ont parlé précédemment et ont amené de l'amour sur ces expériences, à ce moment-là, l'enfant, ok, ou l'adolescent regardera ces films, mais avec un autre regard. Ok, parce que rappelons parce qu'on peut avoir une confusion de que la femme sauvage, l'homme sauvage, c'est quelque chose d'une énergie sexuelle, mais c'est pas une énergie sexuelle, c'est une énergie érotique, ça peut être, je suppose, mais c'est pas une énergie qui a rien à voir avec les manifestations de la sexualité telles que le porno, par exemple. Voilà. Alors, la femme sauvage, on l'associe à une femme qui est très sexuelle ou qui soyons clairs, avec une pute. Voilà, ou la prostituée, voilà. On peut avoir cette image-là. Par contre, c'est intéressant de dire non, ce n'est que cette énergie puissante qui est en soi et cette énergie qui a un nom, en tout cas, on peut dire, on appelle la Kundalini, on l'appelle le Ki, voilà. On travaille avec cette énergie dans les arts martiaux, par exemple. Donc, elle peut avoir cette puissance, elle peut même tuer cette énergie dans les arts martiaux. Si on va au-delà du geste, il y a des gestes qui peuvent tuer. Donc, elle est très puissante. C'est à quel service je mets cette énergie? Si oui, cette énergie, je la mets au niveau de la sexualité, elle peut être orientée vers la sexualité, mais pas forcément une mauvaise sexualité. Et c'est plus facile pour les hommes ou pour les femmes qui finalement ne connaissent pas cette énergie de plus facilement l'associer à la sexualité et ne pas vouloir la regarder en face parce que on n'a pas cette énergie, ils ne la sentent pas pour certains, et donc on va condamner les personnes qui ont cette énergie, comme n'importe quelle personne dans une société. Vous allez finalement les personnes qui ont réussi, il y a de la jalousie qui peut s'installer et on va dire voilà, trouver tous les prétextes pour dire que cette personne n'est pas forcément une bonne personne. Juste par simple jalousie. Et je pense que c'est ce côté envieux ou ce côté qui va amener cette perception. Et après, en élargissant, c'est cette crainte patriarcale, donc des hommes, que si les femmes sauvages se réveillent, qu'est-ce que vont devenir les hommes? Est-ce que, parce que cette énergie, comme tu dis, ça peut faire peur. Il peut faire peur aussi à celui qui la contient, c'est-à-dire complètement. Parce que cette énergie va nous connecter à une perte de contrôle, du contrôle du mental, du contrôle de la partie de nous bien élevée, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Complètement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les stages de massage tantrique. Pour la plupart, beaucoup de femmes et même des hommes, par le biais du massage, l'énergie va se réveiller. Et pour moi, cette énergie, elle est assimilée, en tout cas en se réveillant, elle peut faire surgir des orgasmes. L'orgasme, c'est aussi une peur que peuvent avoir les hommes, peut-être moins les femmes. Les hommes, c'est plus courant chez eux, en tout cas, cet aspect, ce regard sur l'orgasme, parce qu'ils le sentent et dans leur corps, beaucoup d'hommes, voilà, avec l'éjaculation, sont orgasmiques. Mais chez les femmes, l'orgasme, c'est pas gagné. Donc, cette énergie qui amène après à cette libération qui est l'orgasme, et l'orgasme qui est aussi assimilé à la petite mort,
amène cette perte complètement de contrôle où on n'est plus là et on est en lien avec l'univers, on est complètement connecté dans cet espace où sur un instant présent, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de corps, il y a cet espace intemporel qui amène cette communion avec le tout. Mais si on ne passe pas cette porte, s'il n'y a pas ce lâcher prise, c'est cette difficulté d'aller connecter à cet endroit-là. Et plus on est en lien avec cette énergie qui se réveille, pour nous, dans le massage tantrique, il y a un accompagnement pour pouvoir ne pas être en peur devant cette énergie et pouvoir diffuser cette énergie dans le corps. Et par cette diffusion, il n'y a plus besoin de faire l'amour, on peut contacter justement ces espaces extatiques. Il n'y a plus besoin d'être à deux pour connecter cette énergie. J'aimerais quand même que tu nous touches un mot sur la femme ou l'homme initiatrice, parce que parfois tu disais, on peut soit porter, c'est une chance si les deux personnes bon, une chance entre guillemets, ça n'existait pas, mais c'est une rencontre d'âme, soyons clairs. Mais parfois, ces rencontres d'âme ne se fait pas, c'est-à-dire il n'y a pas une femme et un homme sauvage. Il peut y avoir une femme sauvage ou un homme sauvage. Et comment faire pour celui qui ressent cette énergie et qui développe cette énergie, parce que tu l'as dit, elle peut être aussi développée, et pour initier l'autre. Pour initier l'autre, il faut déjà que l'autre soit en demande. Si l'autre n'est pas en demande, ça m'est déjà arrivé moi dans ma vie aujourd'hui, il y a un moment où ça va pas le faire parce que la personne va rester sur alors je parle de là d'une sexualité de base et qui ne conviendra plus à cet espace qui amène vers cette sexualité sacrée. Donc s'il n'y a pas une demande de l'homme d'être initié par la femme, c'est-à-dire que l'homme lâche son ego, à ce moment-là, il y aura des affronts. Il y aura des endroits où on aura beau parler, on aura beau s'expliquer. Si l'homme reste en disant moi c'est ok, j'ai envie d'être libre, d'avoir juste une sexualité comme ça, voilà, rencontrer des femmes et rester dans la sexualité, à cet endroit-là, la femme ne pourra plus initier. Donc la première chose, c'est une demande de l'homme ou une demande de la femme. C'est-à-dire que la femme, si elle doit être initiée par l'homme, il faut qu'elle en soit déjà demandeuse et dans son corps et dans sa tête et dans son cœur. C'est-à-dire c'est je suis avec toi, mais ensemble, nous allons parcourir un chemin. Et même si la personne initiatrice a déjà des facultés au niveau de cette puissance, cette énergie, elle va pouvoir à ce moment-là transmettre et amener, alors aussi bien par des exercices de tantra, aussi bien par le massage. Le massage tantrique est un massage qui permet de diffuser cette énergie sexuelle et d'aller la contacter. Et d'aller la contacter dans le sens où elle ne va pas se dilapider dans la nature. J'explique ça par rapport aux hommes. Un homme, s'il éjacule, il va perdre son énergie. Donc, le massage tantrique amène à ce que cette énergie soit diffusée dans le corps, qu'effectivement il y ait un massage spécifique des organes génitaux, mais pas que les organes génitaux, un massage qui s'inscrit dans la globalité du corps et qui va faire que cette énergie qui va monter va se diffuser dans le corps. Et pour la femme, c'est pareil. Il y aura un travail qui peut être un travail même interne, au niveau à l'intérieur de son vagin. Donc là, nous, on appelle ça dans le tantra la yoni. Il y a un travail qui va pouvoir permettre que cette énergie aussi puisse monter et se diffuser. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Est-ce que c'est-à-dire l'homme réveille le yoni de la femme? Comment ça se passe concrètement? En tout cas, le massage tantrique et le tantra permet d'aller réveiller cette énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, parce qu'elle est réveillée, elle va permettre, dans cette diffusion dans le corps, de pouvoir amener vers des espaces beaucoup plus lents, puisque la caractéristique du massage tantrique, c'est la lenteur. Avec cette lenteur, qu'on peut retrouver aussi dans le slow sex, on va pouvoir accéder à ces espaces divins. C'est pas avec une énergie, avec une sexualité bang-bang, c'est-à-dire je rentre et je lime, entre guillemets, que la femme va pouvoir s'ouvrir à cette sexualité. Donc l'homme, il faut qu'il comprenne et qu'il change tout son paradigme
d'éducation, de lui dire il faut juste aller faire comme ça, voilà, je fais comme ça, je fais comme ça, pour éjaculer derrière, et que la femme, dans ces états-là, elle n'arrivera même peut-être même pas à l'orgasme, parce que c'est pas dans ce contexte, en tout cas, et peu de femmes arrivent à manifester l'orgasme. Et plus on va amener vers la lenteur, plus on va amener vers cette conscience à deux, et non pas la femme objet et l'homme objet qui se permettent, qui s'utilisent finalement comme des objets sexuels, comme des toys finalement entre eux, presque en faisant l'amour, s'il n'y a pas de conscience derrière. Avec cette conscience, avec cette lenteur, avec ces préliminaires qui peuvent être des massages tantriques, cette énergie va de plus en plus grandir dans les corps. Donc ensemble, on peut s'initier, c'est-à-dire que l'homme peut aller masser la femme à l'intérieur de sa yoni et amener à ce que cette énergie commence à vibrer de l'intérieur en étant dans le quasi non-mouvement. C'est-à-dire que l'homme lâche le fait de faire, lâche le fait de prendre. Donc, on amène d'autres éléments et on amène dans le massage tantrique à ce que l'homme ne soit plus avec cette éducation. Je dois faire jouir ma femme, je dois être en érection pour la pénétrer, se mettre toutes ces injonctions qui peuvent même être néfastes et même lui faire perdre et son énergie et son érection, ou même faire en sorte qu'il soit éjaculateur précoce. Si on passe dans un autre univers, si on n'est plus dans cet espace de faire, si on est dans ce lâcher prise, ce qui est une des vertus du massage tantrique, à ce moment-là, il y a cette possibilité commune de connexion. Et donc la femme peut initier, l'homme peut initier la femme à cet espace-là, et la femme peut initier l'homme aussi à cet espace-là. La femme va l'initier dans le fait que l'homme va lâcher prise et ne soit plus dans une obligation d'être en érection et d'éjaculer, parce que là il va perdre son énergie de vie. Et la femme, elle peut ouvrir sa yoni à autre chose que le fait de dire je m'ouvre et plus rien ne se passe parce que je ne sens rien, parce que voilà, l'homme rentre en moi et basta. Moi, je suis une de tes élèves et quelque chose que je trouve que c'est très important de souligner, c'est la lenteur. Tu m'as appris la lenteur et je vais vraiment partager mon expérience, c'est que cette lenteur peut mener à une espèce de méditation et c'est vraiment long, hein? C'est pas... C'est plus long. J'ai l'impression que je suis presque comme ça. Oui. Voilà, tu peux nous montrer, s'il te plaît, parce que... Voilà, j'avance, mais avec cette extrême lenteur sur le corps, je peux avancer avec 3 types de toucher. Un toucher qui est très profond. Là, je suis sur un toucher effleurage. Et avec cette extrême lenteur, les sensations du corps vont commencer à émerger. Et l'énergie, on peut déjà la sentir là, à travers les mains. L'énergie, c'est aussi du magnétisme. Hein, on va donner tous les noms possibles. Le Reiki, c'est une forme d'énergie. Le magnétisme, c'est une forme d'énergie. L'énergie sexuelle, c'est une forme d'énergie. C'est tout ce qui est palpable et qui permet… Alors, si on l'associe justement… Alors, voilà. De cette manière-là, je vais très lentement caresser le corps. Et là, avec cette lenteur, quand l'homme apprend à être lent sur le corps de la femme, avec cette lenteur, il va pouvoir masser les organes génitaux de sa femme. Et là, c'est une véritable découverte. Beaucoup de femmes disent enfin, je suis massée, reconnue à cet endroit-là, exactement, j'en ai des frissons quand je le dis, exactement comme j'aurais voulu l'expliquer à l'homme. Et l'homme, on ne l'a pas éduqué, c'est pas de sa faute, il n'a pas été éduqué à ça. Et de la même façon, nous, quand les femmes vont masser un vajra, donc les organes génitaux masculins, on ne va pas les masturber, on ne va pas être comme ça, on va amener des gestes aussi bien dans cette lenteur, aussi avec cette profondeur et cette diffusion. Et on va amener l'homme à ce que dans ce massage, l'homme n'aille pas jusqu'à l'éjaculation, donc puisse garder cette énergie de vie en lui. Et c'est là le miracle finalement de ces deux énergies qui se rencontrent une fois qu'il y a eu voilà ces massages, ces caresses. Alors
quand on fait l'amour, et qu'ensuite il va y avoir avec cette énergie commune cette possibilité de contacter l'orgasme commun. On peut quand même connecter ensemble ces orgasmes extatiques. Il n'y a pas d'obligation d'être dans un orgasme commun sexuel pour contacter ces espaces-là. Et le massage permet aussi de le contacter individuellement, la méditation aussi. Il y a plusieurs moyens pour arriver là. Ok, donc le massage, ça nous aide à contacter ces espaces de liberté, de statisme, etc. Et de lâcher prise. De lâcher prise qui peut permettre cette émergence de la femme et l'homme sauvage. Complètement, complètement. Et nous, on a beaucoup de femmes sauvages et d'hommes, mais un petit peu plus de femmes qui se libèrent en stage. La femme rencontre cette énergie, cette puissance qu'elle a en elle, qu'elle ne connaissait pas. Et c'est juste merveilleux. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions quand je le dis, mais c'est se dire oui, quoi, j'ai ça en moi, et cette énergie, elle va pas être utilisée que dans la sexualité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, elle va se manifester dans la vie et elle va donner cette aisance et voilà, et on va pouvoir diffuser ce qu'on est, notre essence finalement. C'est aller au contact de qui on est, qui je suis, qui suis-je intérieurement. Et tu sais, moi, depuis que je suis en train de contacter cette énergie, pour moi, c'est important. Tu vois, par exemple, j'ai arrêté c'est juste un petit truc à moi, mais je vous le partage parce que c'est que voilà, la femme et l'homme sauvage, il y a un côté animal, c'est notre animalité, mais notre animalité sacrée aussi, hein. Voilà. Et donc, par exemple, j'aime beaucoup, je ne me dépile plus en bas des bras et pour garder, parce que pour moi, ça signifie cette connexion à ma femme sauvage. Et est-ce que tu peux nous parler de petits rituels, de petites choses qu'on peut faire concrètement pour connecter, à part le massage que tu viens de nous dire, cette femme ou cet homme sauvage? Alors, c'est vrai qu'il y a ces rituels-là, après qui sont personnels, parce que toutes les femmes qui ne s'épilent pas ou qui laissent pousser les poils sous les bras ne sont pas forcément des femmes sauvages. Et en même temps, on peut être femme sauvage en s'épilant parce que à un moment. C'est mon rituel à moi. Voilà. Mais en même temps, si on va vraiment dans l'essence de la femme sauvage, on devrait pouvoir arriver là. Moi, la première, pour l'instant, j'ai du mal, donc je vais m'épiler parce que j'ai encore ces petits côtés féminins qui vont faire que ces jugements qui vont venir me chercher. Mais là, c'est vrai que si on reste dans l'essence même de la femme sauvage, on devrait arriver à ce que… Nos femmes poilues, voilà. Comme nous sommes naturellement poilus. Alors, revenons concrètement, et on finit sur ça, comment on peut développer cette femme sauvage, parce que là, tu parlais de massage, tu ne veux pas tout le temps en train de se faire des massages. Comment développer cette femme cet homme dans notre quotidien? Pour finir sur ça. Voilà, pour le développer dans le quotidien, pour moi, il y a un exercice très simple, un exercice de respiration qui peut permettre d'activer justement cette énergie. Margot Anand, en tout cas dans son livre L'art de l'extase sexuelle, on parle de cette respiration, c'est la respiration sexuelle. Et pour moi, cette respiration, c'est par soi-même, on peut activer l'énergie. Cette respiration va permettre petit à petit à cette énergie de monter alors, à travers nos chakras. Donc au départ, on ne parle même pas de chakras, c'est juste apprendre à respirer, une respiration qui utilise le périnée, qui va utiliser la bascule du bassin, qui va utiliser donc des moments de pause dans la respiration, dans l'inspire et dans l'expire. Donc tous ces petits exercices permettent une activation de l'énergie. Après, dans la vie quotidienne, ça peut être quelqu'un ça peut être par la méditation. Donc là, on reste toujours sur l'esprit tantrique, par des exercices de méditation, les méditations actives d'Osho, il y a la méditation de la Kundalini, il y a chakra breathing, puis d'autres, plein d'autres. Vous avez cette possibilité d'activer
l'énergie sexuelle. Tout ça, vous pouvez, ces méditations, vous pouvez beaucoup en trouver, des méditations d'Osho sur le site de Méditation France. Donc, on vous les explique et vous pouvez activer cette énergie. Dans ce quotidien, par exemple, Joël, moi, qui essaye aussi de reconnecter de plus en plus cette énergie en moi, ça peut être aussi voilà, de sortir petit à petit de tous ces regards, de tous ces conditionnements dans le sens, bon, ici aujourd'hui, je sors, je sais pas, sans maquillage, pour te dire n'importe quoi. Ou si aujourd'hui, je me maquille, au contraire, pour exalter la femme que je suis, etc. Tu vois? Alors pour moi, ça fait partie c'est une base, mais c'est pas ça qui va amener cette énergie. L'énergie, il y a vraiment un travail d'aller le chercher. Si tu te maquilles, si tu ne te maquilles pas. Voilà, tu prends t'as certaines femmes qui sont très belles. Que tu prends des mannequins, il y a certains mannequins qui sont archi maquillés, bah, on sent un vide en elles. Ouais, une froideur. L'énergie sexuelle, il n'y a pas besoin de maquillage, il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est comment je travaille plutôt cette liberté du corps. J'ai oublié de dire, je n'ai pas parlé de la danse. La danse est un excellent moyen aussi d'activer l'énergie. Dans des endroits de liberté qu'on peut se donner pour créer un espace. D'accord, ça oui. Ça oui. Porque cette énergie, après, avec la méditation, etc., avec le mouvement, avec la danse, peut se créer des petits espaces de liberté. Et cet espace de liberté, de mouvement, qui va permettre à cette énergie d'être. Alors, l'homme, il est plus facilement connecté à cette énergie parce que lui, rien que par le fait basiquement, un homme qui se masturbe et qui ne laisse pas partir, qui n'éjacule pas, mais qui ne fait que se masturber, il va créer de l'énergie en lui. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Une femme, de la même façon, par la masturbation, elle peut, elle aussi, créer cette énergie en elle. La masturbation, pour moi, il n'y a rien de tel. Là, c'est très physique. On ne rentre pas dans des états méditatifs. Et on peut d'ailleurs aussi, pourquoi pas, va amener la création de cette énergie. Et pour moi, ça, par contre, c'est comment sortir de ces tabous où on va dire, oui, la masturbation, c'est sale. Non, c'est juste, c'est important pour se connaître, important pour connaître son corps et important pour connecter cette énergie. Bonjour Anna. Voilà. Bonjour Anna, je t'entends. Et je t'entends aussi. Alors, magnifique conférence. J'avais oublié parce que ça fait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines qu'on l'a fait. Mais waouh, je suis touchée, ma magnifique faune sauvage. Je suis touchée parce que il y a vraiment quelque chose de très puissant qui s'est créé dans cette conférence. On sent, en tout cas, je senti pendant que je l'ai regardé comme une espèce d'invitation de ta part, c'est d'aller-y, mes belles femmes sauvages et mes magnifiques hommes sauvages, et exprimez-vous. Et je te remercie vraiment pour cela. On va passer à la partie questions-réponses en live. Tu es en live, on a préenregistré cette conférence parce que là, tu es en stage. Et donc, je vous invite à envoyer vos questions à notre fan sauvage, Joël Charles, qui va se faire un plaisir en répondre. Mais il y a déjà certaines questions qui sont en train d'arriver. Alors, la première,
Une seconde, j'ai perdu la question, juste un petit moment. Ah ouais, voilà. Sylviane qui dit, que dire à des enfants de 4-6 ans qui jouent à papa-maman avec les organes? On ne peut pas quand même les laisser faire. Voilà. Donc, c'est une question qui me touche parce que je suis grand-mère aujourd'hui. Donc, j'ai été mère, mais je suis aussi grand-mère. Et en même temps, pour nous, il y a une liberté dans le corps. Actuellement, je suis en camp naturiste, habillée, mais en camp naturiste, voilà. Et donc, il y a des enfants qui se trouvent nus, qui voient leurs parents nus, qui voient d'autres personnes nues. Et c'est, comment dire, l'intention va venir du parent. C'est-à-dire que si le parent n'a pas travaillé sa liberté au corps, il va impulser ça à l'enfant. Et Ce que tu veux dire, c'est que c'est le regard de l'adulte sur l'enfant qui est problématique, c'est ça? Voilà. Et pour moi, 2 enfants qui vont jouer, c'est une manière de jouer. Si on commence à leur dire: «C'est interdit», ils vont engrammer l'interdit dans leur corps et à ce moment-là, ça peut perturber dans la vie adolescente et même plus tard. Par contre, si on les laisse jouer d'eux-mêmes, ils découvrent leurs organes génitaux, ils découvrent avec un autre ami, avec ou un autre enfant, mais à cet âge-là, il y a pas de connotation sexuelle. Un enfant à qui on montre une image, il y a certaines images que l'on montre avec, mélangé on pourrait voir des corps nus, puis, des animaux. Les enfants vont voir les animaux, les adultes vont voir des corps nus. C'est-à-dire que notre, mental, imprime, des interdits ou imprime une sexualité qui n'est pas à cet âge-là, en tout cas. Donc pour moi, c'est pas, voilà, des enfants qui jouent. Alors après, tout dépend. S'ils ont vu leurs parents faire l'amour, ils vont juste copier. Mais si on leur dit: «C'est pas bon, c'est pas beau», mais qu'en même temps les parents le font, ils vont pas comprendre. Ils vont dire: «Bah, pourquoi papa et maman font l'amour et nous on se touche et c'est pas possible?» Et là, les questions vont arriver. Et moi, si je peux me permettre, parce que je suis thérapeute de blessures, ça c'est un sujet qui me touche. Combien de clients sont arrivés à mes thérapies qui me disent, quand j'étais petite, je jouais avec mes organes, ou avec les organes d'une petite copine qui avait la même âge que moi, et je me suis fait disputer, je me suis fait parfois taper. Et des gens à 40 ans, 50 ans gardent ça comme une blessure, en fait. Une empreinte. Une empreinte et ça les bloque parfois dans la sexualité. Moi, honnêtement, en tant que thérapeute, tant que ça soit un jeu entre deux enfants, je crois que l'adulte n'a rien à faire là-dedans. Bien sûr, si l'enfant, parce qu'il a vu des choses qu'il n'était pas, il y a violence ou quelque chose comme ça, bien sûr, l'adulte peut intervenir. Mais quand l'enfant joue avec son corps, l'adulte n'a rien à faire là-dedans. Et quand il joue avec un autre enfant dès la même âge, hein, c'est important à dire, parce qu'un enfant beaucoup plus grand, je ne sais pas, ça C'est autre chose. c'est autre Là, c'est autre chose. Et avec un adulte, on ne parle même pas. Mais des enfants de la même âge, moi, je crois que c'est l'exploration. Tant que ça reste un jeu, moi, je le permets. Après, c'est vrai qu'en tant que mère, j'ai eu 3 enfants à 3 âges différents où je n'avais pas la maturité. Je me rappelle que comme mon premier enfant, que j'avais 30 ans et plein de fausses croyances, il jouait avec son corps, moi, ça me mettait mal à l'aise. Et j'ai vu comment en avançant dans mon évolution avec mon dernier fils, que j'avais déjà 37, 38 et que j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, bah, je le voyais comme quelque chose de naturel. Donc, laisser les enfants jouer avec leur corps, c'est découvrir pas la sexualité, parce que c'est pas la sexualité, Non, c'est le corps. c'est le jeu, c'est le C'est le jeu jeu avec un autre enfant dès leur âge. du Hein. même âge. Du même âge, c'est très important. Tant que ça ne part pas dans des choses violentes, je crois qu'on peut permettre ce genre de choses. Voilà, c'était important à dire. Alors, on continue. Alors,
Seda qui dit une question importante. J'ai rencontré l'homme de ma vie quand j'ai eu 16 ans. Nous avions tous les deux l'énergie sauvage. Du fait d'avoir eu des blessures dans mon enfance, la sexualité est devenue tabou inconsciemment et je n'ai pas pu assumer ces relations amoureuses. Voilà, on est en train de parler de ça, car j'avais la trouille de ma vie de passer à l'acte. Malheureusement, j'ai dû couper court ces relations amoureuses malgré que nous nous aimions énormément. Qu'il fallait faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'aurais plongé. Hein? Pour moi, la femme sauvage, de base, elle a envie de plonger. Donc, de toute manière, ouais. elle va expérimenter et elle développe cet aspect sauvage parce qu'elle a expérimenté plusieurs choses dans sa vie. Elle a été complètement en connexion avec cette énergie et cette sexualité, puisque la sexualité, c'est cette énergie présente dans le corps. Moi, je peux parler personnellement, j'ai beaucoup expérimenté et en même temps, c'est ce qui a activé au fur et à mesure cette énergie et je me suis pris des gamelles. Oui, j'ai pris, mais en même temps, pour moi, ce ne sont pas des gamelles, ce sont des expériences de vie. Et quand l'énergie est là dans le corps, ne pas la réprimer. Et après, là, c'est parce que la coupure de l'énergie vient parce que le mental est venu mettre voilà, quelque chose et ramène aussi des blessures. Et à partir de là, il y a des tabous, il y a des choses qui remontent et qui peuvent empêcher la relation. Et c'est important. Alors, c'est possible hein, sur deux personnes qui sont sauvages d'avoir en effet miroir des choses de l'enfance qui remontent. Et là, d'où l'importance de la communication. La communication va permettre de pouvoir aller voir en soi à quel endroit en moi il y a quelque chose qui bloque. Parce que finalement, l'énergie, c'est une circulation d'énergie dans les chakras. Et donc, les différentes émotions vont perturber ces différents chakras. À quel endroit de mon corps il y a quelque chose qui bloque et comment moi je rentre à l'intérieur de ce corps pour voir ce qui s'y passe et qu'est-ce qui remonte en tant qu'émotion. Ça peut être aussi bien de la tristesse que de la colère et laisser cours à ce qui remonte. Donc, moi, le conseil, c'est vivez et n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur d'avoir mal, parce que ça fait partie du chemin et le chemin, il n'est jamais linéaire. Oui, et en même temps, je peux comprendre que on le disait pendant la vidéo, que l'énergie sauvage, ça peut faire peur parce que c'est une énergie très puissante, il faut dire. C'est une énergie qui reconnecte à l'état sauvage et qui reconnecte à cette terre-mère et c'est comme si toute cette puissance, elle est là, mais en même temps, le compagnon qui est en face, il y a un moment, ce compagnon va comprendre qu'il a cette possibilité d'être contenant. S'il n'est pas contenant, c'est à ce moment-là, oui, il y a de fortes possibilités que la personne aille voir ailleurs ou reconnecte quelqu'un. Il y a quand même, pour moi, l'expression de la femme sauvage, elle ne peut pas aller avec quelqu'un qui ne contient pas, cette énergie. Qu'est-ce que ça veut dire contenir? Parce que c'est un Alors pour peu moi, imagé, ça. voilà, alors il y a le geste, certes. Le mot contenir, c'est vraiment être complètement présent à soi et cette présence à soi permet d'être présent à l'autre, dans cette énergie qui vient, ne pas en avoir peur et pouvoir contenir cette puissance, quoi, contenir, pouvoir maintenir cette puissance. C'est-à-dire que la femme est en face, Parce que comme l'expression permettre cette puissance, c'est ça, que l'homme permette cette puissance. l'expression de la puissance, la femme va se mouvoir dans cet espace contenant de l'homme, dans cet espace de maintien de l'homme. Si l'homme a peur de l'énergie, la femme, elle va être complètement basculée et elle va pas pouvoir laisser émerger cette énergie. C'est vraiment, vraiment pour moi Elle la va base. pas assumer l'énergie sauvage. Complètement. Et l'homme n'a pas besoin d'être forcément sauvage.
avec une femme sauvage, c'est un plus, mais si l'homme est déjà dans sa puissance et dans cette contenance, heu, il va permettre à la femme, voilà, d'entrer dans cette puissance et là, il va pouvoir accompagner et c'est là que sa propre énergie et ce côté sauvage peut émerger chez lui. Mais c'est la femme, pour moi en tout cas, qui va être initiatrice de l'émergence de l'énergie, de cette puissance énergétique chez l'homme. En tout cas, Hmm. je le vois comme ça. Mais une des difficultés à ça, Joël, c'est qu'il y a seulement, je crois, 3 jours, je regarde une vidéo sur Internet pourtant qui parlait de sexualité, qui disait voilà, qui jugeait l'énergie sexuelle primaire comme animale. Et je crois que ça fait, c'est une des raisons pour lesquelles cette énergie sauvage fait peur, parce qu'on pense que c'est animal, que c'est pas bien, quoi. Mais c'est l'énergie des peuples primitifs. Ouais. Et cette énergie, si on est sur Terre aujourd'hui, c'est parce que les peuples primitifs l'ont utilisée, cette énergie des chakras de base. Mais après, il y a une évolution aussi chaque chakra a ce chakra, par exemple, le chakra 1, qui est vraiment le chakra de base, il a ce côté, comment dire, de base qui peut être sauvage, sexuel. Et après, quand on commence à aller dans la subtilité d'énergie, il peut avoir une autre puissance et une autre connotation. C'est-à-dire qu'on peut revenir à cet état sauvage de base pour chaque chakra. Et on peut revenir à l'état subtil qui permet à ce moment-là l'élévation de l'énergie et sortir de cet aspect de connotation sexuelle. L'énergie n'est pas sexuelle, c'est l'énergie sexuelle, ce n'est pas la sexualité. C'est-à-dire le mot est mal utilisé et amène à penser que c'est de la sexualité. Mais on n'est pas là-dedans, c'est vraiment une énergie qui se développe à l'intérieur du corps et qui devient de plus en plus, qui est là et qui est de plus en plus puissante, qu'on peut développer ou qui est innée chez certaines personnes. Mais on peut arriver à la développer par des exercices, voilà. Et beaucoup par cette montée énergétique au sein des chakras qui amène à vraiment à développer cet état qui est l'état primal, pour moi, l'état de base de ce qu'on était en tant comme préhistorique. Ok. Alors, il y a Sylviane qui a tout à l'heure posé la question par rapport aux enfants, qui dit, même si le grand pénètre carrément la petite, c'est-à-dire de permettre le jeu, hein, les si disent que la sexualité est arrivée trop tôt. Moi, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on va laisser... On va pas laisser faire, mais faire, on mais va tant que pas ça reste amener. un jeu, Voilà, il faut pas l'amener en tant qu'interdit. C'est comme un enfant qui va prendre une casserole sur le feu. On va pas le laisser faire, mais on va lui faire comprendre que c'est dangereux. Là, on va pas faire comprendre que c'est dangereux, on va juste amener l'enfant à rester dans le jeu sans pour autant amener un interdit complet. C'est-à-dire faire comprendre que, heu, on peut jouer et voilà faire comprendre au petit garçon que, aller à l'intérieur de la petite fille, ça a été un jeu là, mais que c'est voilà, il peut revenir lui à un jeu initial sans mettre c'est-à-dire, c'est la manière dont le parent va expliquer, mais avec ses propres arriver à dire que ça peut venir, ça peut être naturel, puisqu'il y a des enfants qui peuvent déjà même se masturber, hein, à cet âge-là, mais que c'est naturel. Mais, heu, il y a juste à utiliser des gestes, c'est-à-dire séparer les 2 enfants, le faire avec douceur, comme 2 enfants qui se bagarrent et ben, on va les séparer et l'enfant, il passe tout de suite à autre chose. Mais si on commence tout de suite à lui dire: «Il faut pas faire, c'est pas propre» et utiliser tout ce que nous, on n'assume pas en tant que parents, là, ça va, comment dire? Rentrer dans l'ADN de l'enfant, rentrer dans voilà, dans sa propre conception corporelle et il peut faire des blocages. Donc c'est important d'abord que le parent soit complètement, à l'aise avec toute manifestation du corps, quel que soit l'âge de l'enfant. Une masturbation d'un enfant est normale.
C'est pas tabou. Mhm. Ça qu'il faut Ouais. accepter. Oui, je me rappelle que quand j'étais petite, une fois, mon père nous a trouvés, à mon frère et à moi, je crois que c'était la seule fois qu'on l'a fait d'ailleurs, hein. Et je me rappelle de la tête de mon père et je crois que souvent, je me rappelle de cette tête en fait. Et nous, on était juste comme ça en train de se... Je ne voyais pas ça comme quelque chose de sexuel à l'époque, j'avais 5 ans ou quelque chose comme ça. Et moi, ce n'est pas ce qu'on faisait avec mon frère qui m'a touché, c'est l'image du visage de mon père. Il était comme, ah, qu'est-ce que vous faites? Il nous a séparés et tout. Et je garde ça avec une certaine émotion. Et les enfants, les bébés ont peuvent avoir des gestes masturbatoires, mais un bébé, il n'y a pas de mental et qui dit ça, c'est de la sexualité, il ne faut pas. Donc, revenir, voilà, il faut aller dans l'évolution de l'enfant et plus on va connaître son enfant, plus on va être complètement à l'aise pour lui parler de tout ce qui est d'ordre sexuel et de son corps surtout. Comment mon corps peut être en réaction, les zones de plaisir, tout ça, en parler de manière complètement libérée. Et pour moi, c'est essentiel, au-delà des questions de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait et amener du mental dessus. C'est vraiment avec le cœur, avec notre cœur. Et en même temps, dire à l'enfant que son corps lui appartient. Lui appartient, Et oui, que complètement. personne peut le toucher, et surtout les adultes peuvent le toucher. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, on continue. Pour moi, c'est mettre des limites et des limites qui sont des limites liées à l'enfant dans, son état évolutif et il y a des limites aussi bien corporelles et liées à la sexualité comme des limites de danger donc voilà, ça en fait partie. Voilà. Alors, une autre question sur la sexualité des enfants, mais plus grand, dit Dominique, comment parler de sexualité sacrée à nos adolescents? Alors en parler, c'est déjà, avant d'en parler, c'est comment, en tant que parent, est-ce que je pratique déjà cette sexualité sacrée? Parce que si je veux en parler à mes enfants et que je la pratique pas, pour moi, c'est déjà comment moi je suis en tant que parent, alignée avec ça et à partir du moment où je la pratique, je vais parler de sexualité comme qu'elle soit sacrée ou non sacrée, c'est la manière dont moi déjà je suis naturelle. Si je suis naturelle dans cette manière de l'exprimer, moi je sais qu'avec ma fille, il y a jamais eu aucun problème, avec mes neveux et mes nièces. Parler de sexualité comme je peux en parler là, c'était comme je parle de la pluie et du beau temps. Donc mon corps, toute mon énergie était dans cette ouverture, dans cet accueil. Donc pour moi, c'est pas plus parler de sexualité sacrée que de sexualité et Déjà. déjà et donc avant d'aborder la sexualité sacrée, abordons d'abord notre propre sexualité. Soyons déjà à l'aise avec cette sexualité et ensuite allons rencontrer cette sexualité sacrée. Si vos adolescents sont déjà à l'aise dans cette sexualité, ma fille a toujours été très à l'aise, mais en même temps, voilà, ça respirait pas la sexualité, ça respirait cette énergie qui était une énergie naturelle. Comme quand je mange, ben, je fais l'amour naturellement, je vais manger naturellement. Et après, donc, si les parents veulent expliquer la sexualité sacrée, c'est seulement pour moi après avoir, expliqué ce qu'était déjà cette sexualité de base. Parce que entrer dans cet espace-là, il faut déjà avoir, voilà, une expérience profonde, de notre rapport à l'autre, de notre rapport sexuel à l'autre, pour pouvoir lâcher certains aspects, de la sexualité pour arriver à aller vers, cette sexualité qui est celle du non-mouvement, de la lenteur, et le fait de ne pas avoir d'intention quand je fais l'amour. Je fais l'amour, je n'ai pas l'intention d'aller vers l'orgasme. Je suis là, ici, présent dans ce qui est et je peux juste partager un moment de tendresse comme je peux aller jusqu'à l'orgasme. Mais je ne décide pas de là où je vais. Donc voilà, c'est complexe, mais en même temps, parlez d'abord, soyez à l'aise avec vos enfants, avec déjà la sexualité de base, avant d'aborder, pour moi la sexualité sacrée.
Et par expérience, j'imagine que c'est aussi ton expérience, la sexualité, c'est une expérimentation. Oui, On arrive à la sexualité sacrée après qu'on a connu certaines choses dans la spiritualité, dans la complètement. sexualité. On aimerait parfois que nos enfants fassent le chemin le plus court, alors que parfois il y a une exploration à faire et par expérience, la sexualité sacrée, c'est une maturité de la sexualité. C'est Pour, pourquoi pas pour moi, certains oui. adolescents sont prêts à le faire, mais il y a quand même une maturité qui n'est pas évidente dans les premières années. Alors, Et puis les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup nourris, comment dire, de sexualité pornographique. Donc, il faut pas non plus. Donc, pour eux, ils ont cette image-là qui est beaucoup plus accessible, peut-être que nous, à nos époques. Et ouais, donc, il n'y avait pas il Internet. voilà. Et il n'y avait pas Internet. Et là, il n'y a pas les films comme nous, on pouvait avoir des films qu'on achetait. Maintenant, ce sont vraiment des petites séquences et qui sont très facilement trouvables et abordables sur Internet. Donc, il y a cette sexualité qui est une sexualité qui peut être présentée de manière brutale et non pas dans cette lenteur. Donc, à cet endroit-là, si les adolescents viennent questionner les parents, il y a un apprentissage juste sur la lenteur de la lenteur des rapports sexuels et d'aller vers voilà expliquer cette notion de préliminaire, pourquoi pas initier des massages avant. Oui, à cet endroit-là, ils peuvent parler, comment dire, expliquer ce qu'est l'acte sexuel en dehors d'un acte pornographique ou d'un acte de sexualité telle qu'elle est présentée comme une, voilà, cette sexualité boum boum et ça ne va pas au-delà. Mais de là à dire aux enfants ou aux préadolescents ou aux adolescents aller dans la sexualité sacrée, c'est autre chose. C'est sortez déjà de ce qu'on vous montre, venez questionner vos parents et ayez confiance dans ce que vos parents, qui eux ont expérimenté, vont pouvoir, parce qu'ils vous connaissent, vous dire. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir vous expliquer. Et je sais qu'aujourd'hui, ma fille m'en a souvent parlé. Elle était elle aussi initiatrice de ses copines. C'est-à-dire que parce que c'était naturel, et ben elle en parlait naturellement. Parce que à la maison, les parents n'osaient pas aborder ce sujet avec leurs adolescents. Oui, et nous, avec nos enfants, comme ce que tu dis, c'est hyper important. L'énergie est beaucoup plus puissante que les mots. Si vous instaurez cette énergie dans leur vie, les enfants vont Ça sera naturel. plus tard Naturel. le faire. Alors, il y a plein de questions, on va continuer. Et, oui, autre chose, c'est quand même, Steph, mon compagnon, a fait quelque chose de très sympa avec mon garçon qui a maintenant 20 ans. Il lui a parlé, écoute, il y a la rétention de l'éjaculation et tout ça. Bah, ça l'intéressait. Il a dit, écoute, comme ça, tu peux devenir un amant super génial, les filles vont t'adorer et tout. Et ça l'intéressait et du coup, j'ai l'impression qu'il fait des recherches par rapport à ça. Voilà, juste comme ça. Alors, comment gérer Sandrine dit, comment gérer la situation lorsque le partenaire reste sur ses acquis? Lorsque le partenaire, j'ai pas entendu. Reste sur ses acquis. Alors, pour moi, encore, c'est un problème de communication. Et après, il faut pas, on ne peut rien imposer, on ne peut que suggérer. Et si le partenaire a décidé de ne pas aller vers cette sexualité ou qu'elle ne lui plaît pas, il n'y a pas qu'un partenaire dans la vie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas attaché. Alors, même si vous êtes marié, il y a un moment, c'est aussi se respecter soi, c'est de se dire oui à ce que j'aime, quelles sont mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de quelle manière j'ai envie qu'un homme vienne me rencontrer, vienne me faire l'amour. Et dans cette communication, si ça n'est pas présent, il y a un moment, la femme n'aura plus envie de faire l'amour et
je reçois aussi en consultation des couples qui ne sont, la femme n'a plus de plaisir parce que l'homme, justement, reste dans une sexualité de base et ne veut pas changer. Mais par contre, quand il y a cette proposition d'aller vers cette lenteur, d'aller vers ce non-faire, c'est-à-dire ne pas avoir l'obligation d'être en érection, l'obligation de, comment dire, d'amener la femme à l'orgasme, juste être avec la femme et laisser venir ce qui vient. Si le compagnon donc est OK pour expérimenter ça, et le massage est un excellent outil pour pouvoir aller vers ces sensations-là. C'est un moyen pour moi de reconnexion. Par contre, si l'homme reste sur ses positions, ne veut pas changer et qu'il n'y a pas cette communication, mon conseil, c'est il y a un moment, il va falloir soit vous séparer ou considérer que bon, il n'y aura plus rien. Mais c'est pas voilà, l'expérience va vous amener cette progression et il faut oser, et surtout oser, les femmes, oser vous respecter. Vraiment. Les hommes de la même manière aussi. Mais il y a beaucoup d'injonctions d'hommes encore aujourd'hui, surtout les hommes de notre génération, et qui pensent que faire l'amour, on fait l'amour de cette manière-là et basta, et c'est à la femme de s'y plier. Les générations donc voilà de nos enfants voient les choses différemment. Il y a beaucoup plus de partage et d'échange, et la communication dans le couple est importante. Donc, s'il n'y a pas de communication à cet endroit-là, c'est une fin de non-recevoir. Oui, il n'est pas, je crois que c'est important parce qu'une partie du tantra, c'est le consentement. C'est dire, Oui, que le c'est savoir consentement est dire oui extrêmement… et savoir Oui, dire non. et un vrai oui et un vrai non. Oui, ça c'est important parce que je sais pour des anciennes expériences que cette frustration, à un moment ou à un autre, ça nous rattrape en fait. Complètement. Et ça fait éclater le couple. Donc, voilà, venez éventuellement consulter avant. Il y a des aides aussi. C'est pas mon compagnon. Voilà, à cet endroit-là, quand ça bloque, il y a des fois, des situations ne peuvent pas se débloquer toutes seules. Donc, il y a des personnes expérimentées pour cela, et allez consulter. N'hésitez pas. Et en plus, vendre la sexualité sauvage, tantrique, consciente, c'est super facile parce que je vais vous dire, une fois, et c'est mon cas, qu'on a connu une sexualité consciente, une sexualité libre, une sexualité sauvage, on n'a pas envie de revenir à la Non, pas vraiment. Donc, dis-leur ça. C'est vrai que pour l'homme, c'est un petit peu compliqué parce qu'au début, il a l'impression que rien ne se passe. Mais dis-leur qu'avec un petit peu de patience voilà, et d'exploration, il va connaître des choses super sympas. Voilà. Alors, Myriam, où se passent tes stages, Joël? Alors, mes stages se passent à Paris et dans le sud de la France. Je travaille avec Jacques Ferber, donc chez Tantra Intégral. Et donc, la plupart des stages sont quand même basés dans le sud de la France, du côté de Carcassonne, Béziers et Nîmes et Valence. Et par contre, comme je suis parisienne, j'ai aussi des week-ends, mais tous les stages, vous pouvez les retrouver sur le site de Jacques Ferber, www.tantra-intégral.com, dans la rubrique massage. Et vous pouvez me contacter au 06 63 70 45 22. 06 63 70 45 22. Donc, je peux vous renseigner sans aucun problème. Vous me laissez un message et je vous rappelle en général dans les 2 jours qui suivent. Donc, voilà, je pourrais vous donner tous les renseignements Okay. concernant les stages et les massages, puisque je suis aussi masseuse. Voilà. Si un jour vous voulez vous faire un cadeau et vous faire masser par Joël, n'hésitez pas. Moi, j'adore tes massages. Alors, Patrice qui demande, je ne suis pas tant sur l'activation de cette énergie. Attends, je regarde l'heure parce qu'on ne doit pas dépasser
Laure. Je ne suis pas tant, et on va finir sur cette question, si tu peux la répondre court, parce qu'on est déjà presque à la fin. Patrice, je ne suis pas tant sur l'activation de cette énergie sexuelle, mais sur comment la répondre sur l'ensemble du corps. J'en ai trop et c'était puissant, vraiment. Voilà. Alors pour moi, là c'est un homme, et oui, quand l'énergie sexuelle, comment dire, et cette énergie est puissante, surtout au niveau des organes génitaux, les massages, donc je reviens là sur les massages, permettent vraiment la diffusion de l'énergie. C'est vraiment essentiel, essentiel. Si elle reste bloquée, ça peut même faire mal, hein. Donc, il y a vraiment cette importance avec la partenaire qu'elle diffuse cette énergie sur le corps. Et ça, c'est vraiment un apprentissage, soit en couple, c'est-à-dire vous pouvez venir en couple et apprendre à vous masser en couple. Ça, je le fais. Et vous pouvez aussi venir, voilà, et Anna a expérimenté, et venir aussi. Donc, sur les stages, on apprend justement aux femmes à diffuser cette énergie chez les hommes, ou même entre hommes, hein, pourquoi pas, à diffuser cette énergie dans le corps. Plus elle sera diffusée, et plus elle permettra justement de monter et d'amener justement vers ce qu'on appelle après cet orgasme extatique. C'est un orgasme qui est complètement, qui n'est pas focalisé rien que sur les organes génitaux, et qui vient justement s'expandre et qui part du cœur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est au-delà, qui est même indescriptible. Donc voilà. Mais pareil, vous ne pouvez pas rester avec cette énergie comme ça. Et si vraiment elle est trop forte, moi, je conseille à certains clients, hein, en fin de massage, à ce moment-là, pour éviter d'avoir vraiment mal, de finir en se masturbant sous la douche. Et si vraiment chez un homme, des fois, c'est beaucoup trop fort, ne pas aller forcément vers la partenaire, et que la partenaire soit là rien que pour que la personne se décharge. Il va se décharger sous la douche, et après, il revient et il est beaucoup plus calme. Comment dire, la masturbation, c'est une chose, la rétention d'éjaculation, c'est aussi une chose, mais quand il y a trop d'énergie, il faut aussi l'évacuer, et l'éjaculation peut être un moyen d'évacuer cette énergie qui à un moment peut bloquer. Oui, et après, une quantité de techniques et d'exercices Voilà, il y a pour plein de répandre cette énergie, par exemple, se concentrer sur le cœur et la faire monter et dans le cœur. la respiration est très, très importante pour la diffusion de l'énergie, avec justement ces gestes qui permettent d'amener l'énergie vers l'extérieur pour les hommes. La femme, par contre, on va amener l'énergie vers la matrice. On masse différemment un homme et une femme, voilà. Bon, Joël, on n'a plus de temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations tellement Merci précieuses. Anna. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a des questions sur les éjaculateurs précoces. On va les traiter avec Jacques Ferber tout à l'heure. Voilà, Jacques Ouais. a vraiment une formation spéciale sur l'éjaculation précoce, sur comment devenir un amant tantrique. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site. Tout est expliqué. Voilà. On va parler tout à l'heure avec lui. Et je vous rappelle que Joël nous a préparé un magnifique module pour notre programme Amour Conscient de comment activer l'espace sauvage. C'est une science d'activation de l'espace sauvage hyper simple et très efficace qui dure 1 heure. Vous allez le retrouver dans le programme Amour Conscient. Vous pouvez regarder ici en bas, il y a un bouton pour en savoir plus. Alors, autre chose, dernière chose, si vous avez aimé cette conférence, je vous invite à la partager, parce que ces genre d'informations, parfois les gens ne l'ont pas. Voilà, ils ont une sexualité ordinaire parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations, et parfois un clic peut changer la vie d'une personne. Moi, ça m'est arrivé plein de fois sur plein d'autres sujets. Et aussi, je vous donne rendez-vous à 20h, dans un petit peu plus d'une demi-heure, pour parler avec cette cher Jacques Ferber, qui va nous parler sur sexualité ordinaire, sexualité sacrée, sexualité divine. Ça va être, je suis sûre, délicieux, merveilleux comme Jacques à chaque fois. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un petit peu plus d'une demi-heure, à 20h, avec Jacques Ferber. Bisous, ma chère femme sauvage. Et bienvenue au sommet de la conscience, je ne te l'avais pas dit. Hein? À
très, très À très, bientôt, très ma chère. bientôt et au revoir à tous et à toutes.